Bon après-midi. Je m'appelle Ludovic Champenois et je travaille chez Google depuis plus de 9 ans maintenant, toujours sur le même produit qui n'a pas évolué, ou un petit peu, qui s'appelle App Engine. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'évolution d'une plateforme en tant que service, vu de l'intérieur, vu que quand il y a un bug, c'est de ma faute. Plutôt dans la partie Java, donc c'est pour ça que j'ai mis le petit icône de Duc. Et je suis très content d'être à Brest aujourd'hui. Je viens de Nantes. Bon, c'est pas Brest, mais c'est pas loin. Donc, pour démarrer la présentation, en fait, d'abord, elle était écrite en américain et je l'ai traduite. Et donc, j'ai été sur les sites français équivalents. Donc, j'ai pu trouver toutes les définitions que je voulais. Entre autres, sur le Wikipédia français qui parle de plateforme en tant que service. Et là, c'est très simple. Le deuxième paragraphe, ça décrit très simplement ce que c'est. Vous, l'entreprise cliente, vous maintenez une application que vous donnez à celui qui maintient une plateforme. Et le fournisseur cloud maintient la plateforme d'exécution de ces applications. Donc, c'est très simple. Le contrat, c'est l'applicatif, c'est vous. Tout le reste, c'est la plateforme. Donc, il n'y a pas d'operating system, il n'y a pas de version à manager vous-même, de la GVM ou de patch de sécurité. C'est la plateforme qui s'en occupe. Et ce qui est marrant dans cette définition de Wikipédia, c'est que y a le mot Google App Engine. Donc 2006-2008, avec Heroku, Engine et Google App Engine, c'est la première fois que le monde en fait découvre qu'on peut fournir ce type de service, qui était une sacrée révolution à l'époque. Ensuite, on parle un petit peu de Docker, et le dernier paragraphe du même article Wikipédia parle de serverless computing, le mot à la mode que je pense vous connaissez maintenant. Alors, serverless ou sans serveur, c'est quoi? Donc là, on regarde aussi, je ne l'ai pas trouvé dans le Wikipédia français, donc là, c'est le Wikipédia américain. Et on regarde la définition. Donc, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans la définition, dans le premier paragraphe, pour serverless, il y a encore une fois le mot Google App Engine. Donc, en gros, chaque fois qu'on essaye de définir une plateforme as a service, en fait, ou serverless, donc le nouveau terme, il y a toujours le produit App Engine qui a été lancé il y a quelques années et qui a évolué depuis, mais qui reste quand même un des leaders dans l'offre Platform as a Service ou serverless. Quand on compare les deux, entre serverless en bleu et Google App Engine en rouge, on voit bien le pic d'intérêt en 2008 quand App Engine est sorti. Et puis, petit à petit, la décroissance et la croissance du mot serverless. Mais bon, pour moi, c'est à peu près pareil que vous dites Platform as a Service ou serverless. Le produit App Engine répond à ces définitions. Donc, serverless, c'est quoi? Donc ça, c'est une slide plutôt marketing, mais en fait, c'est important de voir les différentes fonctions. C'est d'abord un modèle opérationnel où vous ne managez pas l'infra, donc vous n'avez rien à faire. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est développer votre code applicatif. La sécurité est entièrement gérée par le provider, donc s'il y a une faille de sécurité dans les couches basses de la plateforme, c'est à nous de la fixer, OpenSSL. Des failles de sécurité, il y en a beaucoup. C'est important de gérer cet aspect. Et vous payez à l'usage. Donc l'usage, App Engine, c'est vous payez, une fois que vous lancez une requête, vous payez à peu près 15 minutes. D'autres nouveaux serverless, vous payez à la seconde ou même à la milliseconde. Modèle de programmation, donc c'est basé sur des services. Vous déployez votre application qui est entourée de services qui sont toujours là. Il y a une base de données, il y a un Memcache, il y a un PubSub, il y a toutes les API cloud que
Google peut offrir, par exemple, basé sur des événements. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation de Guillaume ce matin sur les webhooks, où le monde informatique maintenant est très orienté événementiel, où vous pouvez écouter sur des bus d'événements, que ce soit du code ou de la facturation ou du billing, et votre couche applicative répond à ces événements. Enfin, dernier point, on verra comment on a évolué là, ouvert, c'est-à-dire que basé sur des logiciels que vous pouvez regarder en open source et comprendre ou même faire tourner ailleurs, soit on-prem, dans votre garage ou chez un cloud compétitif, en compétition. Donc, comment on en est arrivé là, nous, chez Google? Donc ça, c'est ma vue personnelle. Elle n'a pas été revue par le département marketing, mais c'est ma vue de l'histoire, un petit peu de ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années, sachant que je vais plutôt aujourd'hui parler de l'aspect vert, donc à droite, à droite pour vous. Donc, Google est basé sur un cloud ou un cloud scheduler qui s'appelle Borg, qui a presque 20 ans maintenant. En fait, il est né avec Google, où tous les services Google, que ce soit Search, Mail, Ads, YouTube ou App Engine, tournent. Donc, en gros, vous pouvez voir le produit App Engine, donc le premier petit boulette vert à droite, c'est une vue pour vous, public, de l'infrastructure interne de Google. Donc, en gros, Borg, c'est un Kubernetes géant. Et Kubernetes, 15 ans avant Kubernetes, et qui scale avec des millions de machines, des millions et des millions de machines. Donc, on a pu faire un des produits, App Engine, que vous pouvez utiliser. Et depuis, on l'a fait évoluer avec des couches de sécurité, deuxième génération. On finira par Cloud Run et Cloud Function, les nouveaux produits serverless de Google. Et la partie bleue, c'est la partie orientée VM, qui est sortie un petit peu après App Engine, où vous pouvez créer des VM et installer votre operating system, installer votre stack, éventuellement installer un environnement Docker dans lequel vous pouvez tourner vos containers. On a même fait une version d'App Engine qui permettait de tourner des containers Docker avec App Engine Flex. Ensuite, le produit qui est très à la mode ces temps-ci, le monde Kubernetes, qui est en fait un clustering de containers. Sa version managée sur Google, qu'on appelle GKE. Et ensuite, l'unification en fait de produits Cloud Run qui tournent soit hostés sur App Engine, soit sur GKE. Donc, on se dirige un petit peu vers une unification de ces deux mondes, en fait, complètement hostés ou complètement basés sur des VM. Voilà les deux grands courants du cloud computing chez Google. Donc, mon produit, le produit sur lequel je travaille, c'est App Engine, donc on va plutôt voir cette histoire. Donc, ça a débuté publiquement en 2008, et Guido, qui connaît le personnage Guido? C'est celui qui a inventé Python. Et à l'époque, il travaillait chez Google et il s'est dit, ça serait quand même bien de faire une plateforme où quelqu'un peut envoyer du code Python qui fait une application web, donc qui écoute sur des ports HTTP qui répondent à HTTP. Et puis, c'est un environnement où il n'y a pas de machine virtuelle et qui scale à l'infini. C'est-à-dire que si vous avez 0 utilisateur de votre application, il n'y aura aucun Python process qui va démarrer. Et si vous avez 10 millions d'utilisateurs de votre application, on va démarrer autant de process Python qu'il faut pour servir la demande applicative. Donc ça, c'était au Campfire en 2008, l'ancêtre de Google I.O. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Google I.O., maintenant la conférence moderne. À l'époque, ça n'existait pas. C'était un feu de camp sur le campus à Mountain View. Il y a les slides ici. Donc 2008, c'était la révolution. Google sort une plateforme où vous pouvez
balancer votre application. Donc, ce n'est pas 2 ans, c'est 11 ans déjà. Ça fait quand même un bail dans le monde informatique. Et voilà le premier logo dessiné par un ingénieur de App Engine à l'époque. On n'avait pas de département marketing à l'époque. Donc, les ingénieurs faisaient tout. Le développement, le support, la maintenance et le marketing. 1 an après, on a réussi à sortir, enfin, je n'étais pas là à l'époque, mais ils ont sorti la version Java. Donc, puisque Guido était exclusivement dédié à Python, ils ont quand même pu créer une équipe Java qui a sorti le même service, mais qui permettait de tourner une JVM. Ça, en fait, c'est les slides de l'époque. J'ai fait un dump de YouTube. Il y a la vidéo YouTube en bas. En fait, si vous la regardez maintenant, pratiquement c'est le même produit, en un peu moins bien ou un peu moins ouvert, mais c'est le même produit que l'on a maintenant. C'est-à-dire qu'on vous fournit le hardware connectivity, vous ne savez pas ce que c'est. On vous fournit un operating system, maintenant vous savez que ça va être Ubuntu, mais à l'époque c'était caché sous Borg. On vous fournit une JVM, donc à l'époque c'était Java 5, Java 6, enfin, c'était juste la période entre Java 5 et Java 6, mais ce n'était pas vraiment votre problème. Tout ce que vous vouliez, c'était faire du Java. Un container servlet, donc, qui était basé sur OGT à l'époque, et puis des services du style Datastore, Memcache, etc. pour stocker vos données ou faire des tâches avec TaskUse. Donc, les mots importants, c'est Cloud Computing, infrastructure, container. Donc, déjà, on parlait de container. Il y a le mot container, là. La slide d'après, c'était un truc important. C'était le troisième mot, c'est sandboxing. Donc, pourquoi on avait besoin de faire du sandboxing et en fait, donner un environnement assez restreint pour vous en tant que développeur Java. Donc, on avait restreint la JVM, on avait restreint le nombre de Java classes que vous pouviez utiliser. Pourquoi ? Bien, parce que votre application tournait dans un environnement complètement partagé et on voulait bien sûr être sûr que votre application ne puisse pas voir l'environnement dans lequel elle tourne ou une application qui tourne dans le même rack ou la même machine, parce que ça serait quand même assez décevant si vous êtes BNP, de voir une application à côté qui viendrait d'une autre banque française ou l'équivalent. Donc en fait, autour de votre process Java, on l'avait entouré d'une couche de sécurité qu'on appelle la sandbox. Donc pourquoi, par exemple, on limitait le nombre de classes? C'est que toutes les classes du style, par exemple, AWT, qui font du code natif, en fait, ça délègue immédiatement en JNI sur du code natif écrit en C++. L'équipe de Google Sécurité n'était pas d'accord de tourner n'importe quel code natif parce qu'on sait très bien que c'est par là que les attaques arrivent, en fait. Donc on refusait de tourner du code natif. Donc, en gros, pourquoi il fallait une sandbox? C'est que, bon, il y a le Borg Data Center en dessous. Vous fournissez votre application sous forme de web app ou de jar. Vous utilisez des API. Pour sécuriser la JVM, on avait rajouté un Java Security Manager, qui est un layer très très compliqué. Je ne sais pas si vous utilisez les Security Managers dans Java. Ça se fait de moins en moins parce que de toute façon, ce n'est pas assez sécure. Et votre application pouvait tourner dans un environnement complètement partagé ou une autre application écrite en Go ou en Python ou même éventuellement un petit bout de Gmail ou quelques Google Search pouvaient tourner parce que c'est un environnement complètement distribué et partagé. Donc, il fallait bien sûr sécuriser. Donc là, c'est la vieille sandbox qui isolait les process entre eux un peu comme un container, mais de manière vraiment sécurisée. Et donc, bien sûr, les autres runtime de App Engine étaient entourés par cette sandbox. Et comme j'ai dit initialement, puisque la plateforme peut
créer ou tuer ce qu'on appelle des clones sur demande. On pouvait en booter au début 10 000, 100 000. Quand on atteint le million, on a ouvert une bouteille de champagne. Et maintenant, booter des millions de JVM, c'est tout à fait courant, quoi. Donc, on ne parle pas de scalability à 100 ou 150 nœuds, on parle vraiment de millions de process Java, quoi, qui tournent paquets le plus possible dans un environnement partagé. Donc, voilà ma définition. On a vu les définitions de Wikipédia de Platform as a Service. Voilà ma définition, c'est imaginez que votre application soit l'un des deux bouquets de fleurs sur une table. En fait, App Engine, on fait ce que ce monsieur fait à peu près, on fait ça à peu près 2 fois par semaine, enfin toutes les 2 semaines. On change complètement ce sur quoi votre application tourne. Vous, en théorie, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas quand ça arrive, mais on le fait à peu près entre une fois ou une fois tous les semaines ou les 2 semaines. Et on change Borg, on change l'operating system dans lequel tourne votre application, on change les librairies de base, SSL, on change la JVM. Donc, on a pu passer de la Java 5 à Java 6, vous ne l'avez pas vu. On a pu passer de Java 6 à Java 7, vous ne l'avez pas vu. On a pu aussi passer de Java 7 à Java 8, et ça va être la suite de ma présentation. Pourquoi? Parce que même s'il y avait une couche de sécurité, l'activité principale de développeur App Engine, c'était de contrecarrer les attaques de sécurité. Donc là, c'est quelques articles. Décembre 2014, je me souviens, un petit génie hacker avait trouvé une façon de casser la sandbox et de voir soit un process à côté ou voir l'environnement. Donc bien sûr, c'est pas très gentil de nous attaquer comme ça, mais en fait, Google est tellement gros que c'est une cible privilégiée, soit des méchants ou soit des gentils hackers, parce que les gentils hackers, en fait, on leur donne de l'argent pour nous aider à trouver ces failles. Donc le gentil hacker, très fort, trouve les moyens. Donc bien sûr, c'est écrit des applications Java qui n'avaient jamais été compilées par un compilateur Java, mais écrit à la main, en bytecode, parce que ça faisait des instructions de la JVM complètement impossibles à générer par un compilateur, simplement faites à la main. On pouvait réussir à trouver le moyen de casser App Engine. Donc là, c'était à l'époque, on était sur Java 7 et on se faisait attaquer. Donc, pas tous les mois, mais tous les 3-4 mois, il y avait un nouvel article sur la presse et en interne, il y en avait beaucoup aussi. Donc, en fait, c'est une bataille en avant entre blinder la couche de sécurité et les attaques de plus en plus évoluées sur comment mettre Google down pour le plateforme en tant que service. Autre truc, dernier truc en août 2017, il continuait. Là, c'était carrément un étudiant qui a gagné 10 000 $ parce qu'il avait trouvé une faille de sécurité. Donc, bien sûr, nous, on essayait de patcher ces failles de sécurité dans l'heure, dans la journée, dans la semaine après, et updater entièrement la stack pour que ces attaques ne puissent plus être possibles. Alors, maintenant, tout le monde me dit, oui, mais si maintenant j'utilise des Docker, je suis sécurisé. Surtout pas. Docker n'est pas une couche de sécurité. Il ne faut surtout pas penser que si vous tournez 2 Docker containers dans votre même machine, ces 2 process ne peuvent pas voir l'un de l'autre ou l'autre. Docker est aussi attaqué et n'est pas en fait une couche de sécurité entre process applicatifs. Alors, le problème, c'est que toutes ces failles de sécurité, entre 2014 et 2017, elles attaquaient toujours Java 7. Et pendant ce temps-là, il fallait bien sûr qu'on upgrade de manière transparente la plateforme de Java 7 à Java 8. Et en 2014, en fait, on s'est aperçu que la couche de sécurité qu'on avait ne pouvait absolument pas marcher avec Java 8. Parce que Java 8 exposait des nouvelles features pour
écrire du bytecode, par exemple un invoke dynamic qui a permis la croissance de langage dynamique sur la plateforme Java. Et là, en fait, la couche de sécurité qu'on avait, elle tenait plus. C'est-à-dire même un moyen en sécurité pouvait casser la JVM. Et on s'est dit, soit on ferme le service App Engine, ce qui aurait été très mal, parce qu'en fait, on pouvait plus garantir, on pouvait plus à la fois évoluer la plateforme en garantissant les contraintes de sécurité. Et donc, en fait, à l'époque, on a fait un projet secret qui est maintenant public, qui s'appelle gvisor, qui a permis de réécrire entièrement, de manière moderne, la sandbox d'App Engine. Donc, en fait, gvisor, c'est le projet secret sur lequel on a travaillé pour sécuriser les process, y compris des process plus compliqués comme Java 8. Donc, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle un user space kernel. Donc, c'est écrit entièrement en Go et ça expose une surface des systèmes d'API de Linux, même si ce n'est pas Linux. Donc, en fait, ça émule les appels système ou ça les intercepte. Et soit ça les délègue à la vraie machine en dessous, ou soit ça donne une émulation. Donc, au début, c'était hautement confidentiel. On a quand même mis 3 ans entre 2014 et 2017 pour finalement arriver à sortir Java 8 sur ce système. Donc, le code applicatif en haut, il y a 2 niveaux de sécurité. Donc, tout produit de sécurité chez Google doit avoir au moins 2 niveaux de sécurité. Donc, le premier, c'est la barrière de votre jardin. Et si quelqu'un arrive à rentrer dans votre jardin, c'est grave, mais ce n'est pas aussi grave que si quelqu'un arrive à rentrer par la porte de votre maison. Donc, c'est à peu près les 2 niveaux. Donc là, avant, on avait une couche écrite avec un Security Manager Java plus une deuxième couche secrète. Maintenant, gvisor a baked in 2 niveaux de sécurité. Donc, gvisor décide soit de déléguer les appels système au kernel host ou à réécrire des extensions qu'on appelle des gophers qui émulent un network ou qui émulent des systèmes d'API. Donc, ce n'est pas une machine virtuelle, ce n'est pas une VM, ce n'est pas un Docker container qui tournerait quelque part, c'est quelque chose écrit from scratch qui est maintenant en fait open source. Donc ça implémente la plupart, mais pas tous les systèmes Linux, les syscalls Linux. Donc on continue à rajouter des implémentations, mais ça couvre en fait suffisamment pour servir en fait tous les nouveaux runtime que Google Cloud est en train d'offrir. Donc Node, PHP, Ruby, même .NET, Java, Python, PHP, etc. Donc, l'intérêt fondamental, c'est que là, on n'avait plus besoin de modifier la JVM ou de modifier les librairies Java que vous pouviez utiliser. Vous pouvez faire du code natif, du JNI avec la JVM, donc vous pouvez faire de la WT. Pourquoi? Parce qu'en fait, les appels système sont interceptés et analysés pour être sûr qu'ils font des choses sécurisées et non pas interdites. L'intérêt de la couche gvisor, c'est que ça tourne aussi avec Docker. Donc, vous pouvez configurer Docker pour utiliser cette couche de sécurité. D'ailleurs, récemment, JKI, donc le produit Kubernetes hosté par Google, offre un layer gvisor pour mieux isoler les process qui tournent dans votre cluster Kubernetes. Donc, finalement, grâce à cette nouvelle sandbox, on a pu sortir Java 8. Donc, c'était pas très compliqué de sortir Java 8. La partie dure, c'était d'écrire cette sandbox. Donc, Java 8 App Engine 2007, plus aucune limitation. Vous pouvez utiliser toutes les librairies que vous voulez, AWT, faire du JNI. Il n'y a plus de Java Security Manager, donc
un gain de performance à apprécier. Et nous avons réussi à migrer les millions d'applications de Java 7 à Java 8. Donc, soit les clients étaient proactifs et recompilaient leur code, retestaient avec Java 8, mais les derniers, vers la fin, puisqu'on a tué Java 7, il n'y a plus d'applications qui tournent en Java 7. Même si vous aviez une application déployée en 2011 avec Java 7, si elle utilise des mécanismes standards de la JVM, elle tourne aujourd'hui avec Java 8, sans la redéployer. On est passé en Servlet 3.1 et Jetty 9.3 le dernier. Donc en gros, le rouge a changé, c'est la Sandbox gvisor. On n'a plus le Security Manager qu'on a viré, donc ça vous permet, vous, d'écrire du code encore plus simple et moins contraint. Mais le reste n'a pas changé. J'ai rajouté quelques bullets avec ma fonction ou mon Docker Image Entry Point. En fait, ce sont les nouveaux produits de Google Cloud, Google Cloud Function ou Cloud Run. Cloud Run, vous donnez à Google une Docker Image et on la fait tourner dans la Sandbox gvisor de manière sécurisée. Donc, on ne fait pas tourner un Docker container, on prend le contenu de l'image Docker. C'est un ensemble de targzip avec des layers, et c'est ça qu'on exécute en fait dans un environnement gvisor dans Borg. Donc c'est la définition de Cloud Run. Récemment, nous avons upgradé, rajouté à Java 8 la possibilité de faire finalement du Java 11. Donc on l'a lancé à Devoxx en novembre 2019. Et là, la différence avec le runtime Java 8, c'est que dans Java 8, on vous fournissait un web server qui était basé sur Jetty avec des servlets. Maintenant, avec votre application, avec des fat-jars, vous uploadez votre web server. Donc, ça peut être Spring Boot, ça peut être Quarkus, ça peut être Micronaut, ça peut être ce que vous voulez, même Jetty, ou Tomcat, ou Glassfish, ou tout ce qui peut tourner en Java et qui permet d'écouter un port 8080, on l'accepte pour Java 11. Côté développeur, c'est de plus en plus simple, en fait. Il n'y a même plus de configuration par défaut. Enfin, il n'y a pas de configuration à faire si vous voulez déployer un jar. Si vous avez un jar qui s'appelle majar.jar, et si quand vous le bootez, il écoute au port 8080, eh bien, App Engine va le tourner. Et donc, c'est ce que vous pouvez déployer. Et soon, c'est-à-dire aujourd'hui, donc c'est une avant-première à Brest quand même, c'est quand même pas mal, vous pouvez dire que nous acceptons du code source qu'on va compiler dans le cloud avec une stack buildpacks. Je ne sais pas qui a entendu parler des buildpacks. Donc on accepte maintenant aussi le source qu'on va compiler pour produire un ou plusieurs jars et qu'on va exécuter. Donc, c'est pas jcloud app deploy pom.xml, c'est jcloud beta, mais bon, et il faut demander à être whitelisté. Mais donc, ça, c'est la nouveauté de la semaine. Donc, on peut faire une petite démo rapidement. On va faire une petite démo. Combien de temps il reste, à peu près? 5 minutes? 10 minutes. Alors, on va essayer. Ah, je l'ai fait mauvais. Alors, est-ce que là, vous voyez? Je détruis le directory high. Alors, je vais créer, je sais pas si vous voyez assez là. Je vais utiliser un artefact qui s'appelle le Quarkus Maven plugin, donc qui n'a rien à voir avec App Engine. Qui connaît le framework Quarkus? Faut regarder, c'est vraiment intéressant. C'est fait par Red Hat. Donc ça va générer, en fait, c'est un artefact qui va générer du fichier source sur mon Mac
Donc, avec un project ID, group ID high, le class name high et un pass que je mets qui est DevFestBrest. Donc là, j'utilise que des outils open source Maven et j'ai créé sur mon disque, dans le directory I, une application Quarkus, très simple, qui fait Hello World à peu près. Donc, on peut la compiler avec Maven Package, pas compliqué. Jusque-là, il n'y a rien du tout de Google, rien du tout d'App Engine. Bon, il download un petit peu d'Internet la première fois. Il tourne les tests. J'aurais pu ne pas tourner les tests parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc là, c'est du Quarkus pur qui marche partout, chez Red Hat, sur Amazon. Ah, bon, ok. Je vais skipper les tests. On va recommencer. Et donc, à la fin de ce build, je vais avoir un jar, et c'est ce jar que je vais déployer sur Google. Voilà. Donc, si vous regardez Target, vous avez deux jars, mais en fait, le deuxième, c'est le run. Enfin, le premier, c'est le jar de librairie, et le run, il contient le framework Quarkus, il contient toutes les dépendances. Donc, pour déployer ça sur App Engine, vous utilisez ce qu'on appelle le Cloud SDK, add deploy, et vous passez le jar. Voilà. Donc là, j'ai lancé un déploiement, je dis oui, et on va passer à la console, qui est là. Donc ça, c'est ce que j'avais déployé avant. Donc, on va créer une nouvelle version de l'application App Engine. Donc, chaque fois que vous déployez, nous créons une nouvelle version. Ça n'a pas changé depuis 2008. Et vous pouvez changer le trafic entre les vieilles versions et les nouvelles, comme vous voulez. Donc, il y a un concept de split traffic que vous voyez là. On va faire un refresh pour voir si non, il continue à uploader. Donc là, c'est un petit peu plus lent, mais bon, il a presque fini de déployer cette application Quarkus en Java 11. Donc, on revient à la console. Il travaille toujours. On va faire un refresh, ou on peut éventuellement lancer une vieille version. On va lancer cette vieille version que j'ai déployée ce matin. Voilà, elle est là. On peut agrandir et on peut appeler le handler DevFestBrest. Et il écrit Hello. Super application. Mais vous voyez que simplement en déployant le jar, en fait, on a pu créer une application App Engine qui sert une requête. Et l'intérêt de cette plateforme, en fait, c'est que là, il n'y a qu'un seul client, c'est moi. Mais si vous avez 800 millions de clients, comme par exemple Snap, qui est un des clients App Engine, si vous avez 800 millions de PC ou de téléphones qui accèdent à la même application App Engine, nous allons booter des milliers de JVM pour tenir la charge. Donc ça, c'est le côté magique d'App Engine, c'est ça scale. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle version que je viens de déployer. On peut la réactiver, qui est là. Alors, un des trucs que je voulais montrer, c'est, je ne sais pas si vous savez que vous pouvez débugger live des applications déployées sur App Engine. Il y a une console debug et il suffit d'uploader le source que vous avez. Donc, je vais uploader des fichiers locaux qui viennent de mon Mac. C'est le directory I qui est là, exactement. C'est exactement celui-là que je viens de créer. Je suis d'accord pour uploader ça.
Donc là, vous voyez la structure du code généré par le projet. Il y a une classe toute bête qui a un handler d'FS Brest et qui répond hello, c'est ce qu'on a vu. Et ici, en fait, je peux mettre ce qu'on appelle un snapshot. Donc, imaginez que vous ayez 10 000 JVM qui tournent dans le cloud et vous voulez savoir ce qui se passe sur cette ligne pour l'une d'elles. Vous ne savez pas laquelle, mais la première fois que cette ligne 14 est activée par l'une des 10 000 JVM, vous voulez voir l'état de la mémoire de votre process parce qu'il y a un bug très dur à reproduire, impossible à reproduire sur votre Mac, qui n'apparaît que dans le cloud. En fait, vous mettez un snapshot et vous réactivez l'application. Donc, je ne sais plus, est-ce que c'est celle-là? On va voir. Ou celle-là, c'est l'une des deux. Et je retourne au debugger, et voilà. Donc là, le debugger, en fait, a pu... en bas à droite, vous voyez la Java Stack, où vous voyez du GBoss, REST-Easy, du Java, etc. Donc, si vous avez déjà débugué un process Java, vous êtes très familier avec ça. Et là, les variables d'environnement, enfin les variables du snapshot, donc this, qui malheureusement, si vous lisez la classe, est minimale. Donc, il n'y a pas assez de variables de la classe. C'est dommage parce que en fait, la démo n'est pas aussi bonne que si c'était un vrai Java objet compliqué. Voilà. Mais ça prouve quand même qu'on a réussi à capturer l'état de la mémoire. Donc, si vous aviez des objets dans cette classe, vous pouvez naviguer tout l'état de la mémoire. Donc ça, c'est quand même un côté intéressant. Donc voilà, on a pu déployer une application créée from scratch, sans rien d'App Engine en fait, la déployer en tant que jar et la débugger en moins de quelques minutes. On va continuer encore combien de temps? Je vais revenir là. Present. La slide importante, en fait, c'est un petit peu ça. C'est l'évolution. Donc, la plateforme initiale révolutionnaire qui avait des restrictions. Et ces restrictions, en fait, ont été supprimées quand nous avons remplacé la couche basse, qui est la couche avec gvisor. Donc, ce qui est intéressant dans cette slide, c'est que Java 8 et Java 11 sont basés sur gvisor, mais en fait, et les autres runtime d'App Engine, Go, Node, PHP, Python, mais aussi les nouvelles offres de Google avec Cloud Function et Cloud Run. En fait, Cloud Run, c'est un peu équivalent à App Engine, sauf que vous fournissez une image Docker qui contient votre application et un OS, et c'est ça qu'on va tourner avec le même back-end de scalability qu'App Engine. Donc, récap, on a vu un petit peu les produits verts. J'ai très peu effleuré Cloud Run et Cloud Function. Si on a quelques secondes ou quelques minutes en plus, je pourrais faire une démo avec Cloud Run, qui en fait a été annoncé il y a quelques mois, au mois de novembre 2019. Donc c'est une offre toute nouvelle de Google. Donc au lieu de fournir un .jar ou un pom.xml du source Java, en fait, vous fournissez votre code applicatif wrappé dans une image Docker. Mais il faut vraiment voir le mot image Docker comme un fichier qui contient votre code applicatif et l'environnement dont il a besoin. Pourquoi? Parce que Cloud Run ne va pas exécuter ce container tel quel, il va simplement exécuter l'application qui est dans ce container. Donc, vous avez beaucoup plus de flexibilité avec Cloud Run, par exemple. Pourquoi? Parce qu'App Engine, c'est Java 8, Java 11. Si, par exemple, vous voulez faire du Java 13 ou du Java 14, qui est sorti récemment, c'est le bon moment de passer dans une image container, et c'est ça que Cloud Run va exécuter. La différence, c'est que, en fait, App Engine, vous maintenez votre application et tout le reste, c'est nous qui le maintenons. Quand vous nous donnez une image Docker, c'est vous qui êtes en charge du contenu complet de cette image, y compris de l'operating system et donc de toutes les failles de sécurité potentielles qui
qui peuvent arriver quand l'image est un petit peu vieille. Je ne sais pas si vous regardez si vous avez des images Docker, en fait, il y a des outils qui vérifient les vulnérabilités sur ces images Docker et très rapidement, au bout de quelques mois, vous apercevez qu'il y a des vieilles librairies qui sont de moins en moins sécures. Donc c'est là où vous pouvez avoir un problème. Vous pouvez avoir un problème si vous ne déployez pas une nouvelle image. Mais en gros, c'est à peu près les mêmes features. Autre différence entre les deux, c'est que App Engine, le billing se fait sur les 15 premières minutes. Enfin, vous faites une requête et on vous facture 15 minutes. Cloud Run, c'est facturé à la requête. Donc là aussi, le billing est beaucoup plus fin avec Cloud Run. Donc voilà un exemple, le même pratiquement exemple que vous pourriez faire avec l'application que j'ai démontrée. Il y avait une application qui est dans Target High One Runner. Donc en fait, il faudrait écrire tout ça pour faire un Docker image et l'exécuter de manière équivalente dans Cloud Run. Notez que là, vous mettez un from Alpine. Ça veut dire que c'est vous qui êtes en charge d'updater Alpine quand il y a une nouvelle version d'Alpine. Et petite slide que j'ai rajoutée, puisque ça marche depuis à peu près une semaine. Via les build packs sur lesquels on est en train de travailler, vous pouvez, à partir d'une application App Engine, créer une Docker image qui va être utilisée pour être déployée dans Cloud Run. Donc, tout ce que vous pouvez déployer au jour d'aujourd'hui dans App Engine peut tourner aussi tel quel dans Cloud Run. Donc, vous avez vraiment le choix. Donc, voilà. Démo, je ne pense pas que nous avons le temps. Donc, pour les questions, ça sera peut-être dehors. Merci beaucoup.